Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il y avait toujours des conflits entre l'Église et le Reich et que le pape était rentré dans la danse et que Ludendorff s'était de nouveau rapproché de Hitler et nous allons reprendre là. Le 1er avril 1937, le maire de Leipzig, Karl Friedrich Gordeler, démissionne pour protester contre l'antisémitisme. À cette même date, la troupe de comédie routier d'Olivier Urent fait une tournée en Allemagne. Ils sont immédiatement séduits par la qualité des infrastructures. Ils diront « Jamais de notre vie, nous n'avions abordé un tel lieu ». Ils seront également frappés par la qualité de l'accueil et de la courtoisie nazie. En Allemagne, dans le cursus universitaire, la comédie et la dramaturgie sont en bonne place. Nous y reviendrons, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, les comédiens ne sont pas envoyés au front, ils sont d'utilité publique pour l'arrière. Sous le régime nazi, beaucoup de réalisateurs, acteurs, scénaristes et dialoguistes français s'en vont travailler en Allemagne. En comédien, Michel Morgan, Madeleine Renaud, Rému Fernandel. Directeur de production, Raoul Ploquin, Georges Lampin. Metteur en scène, Jean Boyer, Serge de Poligny, Max de Vaucorbeil. Scénariste, Charles-Auguste Choufleury. Suzanne Bertillon dira, en arrivant à Stuttgart, « Le hall de la gare pourrait presque rivaliser avec une avenue des Champs-Élysées, écourtée. Comme toute ville d'Allemagne qui se respecte, Stuttgart possède un opéra et un théâtre qui reçoivent une subvention presque égale à celle de notre Académie nationale de musique et notre Comédie Française. On chercherait en vain, en France, une ville de province possédant pareils privilèges. En Allemagne, elles sont légion. Donc cette femme n'est pas pro-allemande, elle est même contre l'Allemagne et dit que le gouvernement français doit sévir contre Hitler. Elle est également contre le communisme et l'URSS et contre le gouvernement français de Léon Blum. Elle sera, lors de la Seconde Guerre mondiale, dans la Résistance. C'est la nièce du criminologue Alphonse Bertillon qui mettra en œuvre pour identifier les criminels récidivistes, la photographie, la prise d'empreintes, etc. Il sera appelé en tant qu'expert dans l'affaire Dreyfus, où il l'accuse, d'après ses analyses graphologiques. Le 11 avril, à Paris, affrontement idéologique et stratégique pour la formation d'un front populaire anti-nazi. Le 15 avril, les Juifs n'ont plus droit aux promotions dans le Reich. Le 19 avril, le général Franco forme le parti unique fasciste, les Phalanges espagnoles. À cette même date, Baldur von Schirach affirme avoir enrôlé dans la jeunesse hitlérienne plus d'1 million de jeunes garçons et jeunes filles après 7 semaines de propagande intense. Le 20 avril, anniversaire de Hitler, un portrait est fait pour l'occasion. Hitler annonce la transformation de l'association sportive de l'air en unité aérienne nationale socialiste. Le 22 avril, Mussolini recommande au gouvernement autrichien d'accepter dans son cabinet des membres du NSDAP afin de rétablir de la paix intérieure. Le 26 avril, bombardement de la ville de Guernica par la Légion Condor. À cette même date, rencontre entre Göring et Mussolini. Göring déclare que le Reich renoncerait au Tyrol du Sud. À cette même date, Erwin Rommel est en charge de l'entraînement des jeunesses hitlériennes. Il doit aussi assurer une meilleure liaison entre la jeunesse hitlérienne et la Wehrmacht. Le 27 avril, Joachim von Ribbentrop incite le ministre des Affaires étrangères Constantin von Neurath d'intervenir auprès des autorités françaises pour qu'elles démentent la responsabilité allemande dans le bombardement de Guernica et impute la destruction de la ville à l'aviation républicaine. Le 28 avril, lors d'un grand procès spectacle, le tribunal condamne 4 catholiques
à des peines d'internement. Il y aura de nombreuses protestations à Berlin à l'occasion de la fête de Dieu. Le 29 avril, Göring reporte la construction des bombardiers à long rayon d'action, reconnaissant l'incapacité de son aviation à effectuer des bombardements stratégiques efficaces. Donc là, c'est dit en phrase simple, mais il faut vous dire que Göring se prend la tête avec ses généraux et les constructeurs d'avions pour justement avoir ces bombardiers. Mais voyant qu'ils n'ont pas les ressources et les matières pour construire de tels appareils, il se concentre plutôt sur les bombardiers en piqué, du style Stuka. Le 30 avril, le nombre de chômeurs en Allemagne passe en dessous du million. Pour ce mois d'avril, Goebbels nous dit « Conférence de la petite entente à Belgrade. La Yougoslavie n'est plus si chaude pour y participer, et la Roumanie traîne les pieds. La France est menacée de perdre encore une partie. Raison fondamentale, le réarmement allemand et les tendances rouges en France. Le temps travaille pour nous et les Juifs en seront pour leurs frais. » Par la suite, appel téléphonique du Führer. Il veut déclencher les hostilités contre le Vatican. Les procès de Koblenz vont commencer. Là-dessus, en guise d'ouverture, un horrible crime sexuel commis sur un jeune garçon dans un couvent belge. J'expédie aussitôt de Berlin un envoyé spécial qui part pour Bruxelles et mènera là-bas son enquête. Les curés ne comprennent pas notre patience et notre mansuétude. Ils vont apprendre à connaître notre rigueur, notre dureté et notre implacabilité. Par la suite, la presse étrangère divague sur le tract d'un mystérieux et douteux parti de la liberté. Tout cela se déroule comme un coup monté. Une véritable machination juive, ce tract est inconnu en Allemagne. Par la suite, le Führer n'a pas encore pris de décision. Donnera-t-il ou non à Ludendorff l'autorisation de placarder son affiche ? Il risque de se sentir assez mal à l'aise. Pour ma part, je l'interdirai purement et simplement. Je choisis quelques journalistes attitrés pour être les correspondants autorisés au procès de Koblenz. Les curés vont avoir des surprises. Le procès Rossin dévoile dans toute son ampleur la collaboration des Noirs avec le communisme. Pour information, quand Goebbels dit la collaboration des Noirs avec le communisme, il ne parle pas des gens de couleur, mais du parti politique, le Centre, dont il semblerait que le prêtre était partisan et qui aide les communistes, en sachant que le communisme est interdit en Allemagne. Par la suite, je fais surveiller le cabaret der Komiker. On s'y livre à des plaisanteries contre l'État. Cela ne doit pas être toléré. Ces snobinards n'ont qu'à faire des plaisanteries sur eux-mêmes. La matière est assez vaste. On n'a pas le droit de se montrer généreux. C'est du sentimentalisme. Malheureusement, Magda est justement allée dimanche dernier dans ce cabaret, avec les Heldorf. Il ne manquait plus que cela. Je suis dans une rage noire. Magda ne fait que des bêtises. Par la suite, De Grelle a été battu à plate couture par Van Zeeland. L'ensemble des Flamands ne lui a même pas redonné son ancien score électoral. C'est le cardinal de Malines qui lui a joué ce mauvais tour. Il doit maintenant montrer ce qu'il sait faire dans la défaite. Et il doit tirer surtout au clair l'affaire du clergé politisé. Mais il n'a absolument rien perdu s'il est vraiment un homme. Nous avons vécu pire durant nos années de combat. Par la suite, Puzzi est maintenant à Londres. Il menace de faire des révélations. Un salaud de première classe. Je ne l'ai jamais jugé autrement. Göring lui a une fois encore envoyé Bodenschast pour faire une dernière tentative dans sa direction. S'il vide son sac, cela va faire de l'ombre aux autres émigrés. Si nous le récupérons, il faudra très vite le mettre en état d'arrestation et ne plus jamais le relâcher. Alors pour information, comme dit dans le hors-série sur Puzzi, il y a eu des tentatives nazies de s'approcher de lui pour essayer de le ramener en Allemagne. Mais Puzzi avait peur justement d'être arrêté et assassiné. Ce n'est pas dit que Hitler aurait autorisé cela, mais
comme vous le voyez dans le journal intime de Goebbels, lui, il est pour arrêter Puzzi. Par la suite, Hess a offert à Bloomberg un portrait de Blücher, mais il s'est avéré qu'il représente Blücher en tenue de franc-maçon et que le tableau a été confisqué dans une loge. Pénible affaire. Par la suite, remis à sa place le cabaret der Komiker. Ils se font tout petits. La prochaine fois, je serai brutal. Par la suite, déjeuner chez le Führer. Lansbury était chez le Führer. Un chieur de bave, comme dit le Führer. Il voulait le ligoter dans les conférences internationales, etc. La réponse du Führer ne s'est pas fait attendre. Par la suite, Ley se fait sonner les cloches à cause de la campagne de presse sur la fermeture des boutiques le samedi. Il est très mortifié et se fait tout petit. Il arrête aussitôt l'opération. Il en est plus que temps. Pour information, Robert Ley veut faire fermer les magasins le samedi. Goebbels est contre, Hitler également, ainsi que bon nombre de dirigeants nazis, parce que justement économiquement, cela n'arrange pas le Reich. Et des personnes comme Hess, par exemple, qui soupçonnent Ley d'être juif. Pour cela, je vous renvoie au hors-série sur Robert Ley. Donc, le samedi, comme c'est Shabbat, les juifs ne travaillent pas, les magasins sont fermés. Et le fait qu'ils veulent fermer les magasins, cela fait que certains le soupçonnent réellement d'être juif. Par la suite, des nouvelles insensées des procès contre les curés à Koblenz. Un certain père Columban accuse sous serment l'archevêque de Trèves. C'est une bombe, j'ai tout fait enregistrer sur disque et je tiens cela prêt en cas de nécessité. Ils vont tomber des nues quand le concert commencera. Pour ce mois de mai, comme vu dans les vidéos précédentes, début des travaux pour la construction de la ligne Siegfried. Donc c'est la ligne Maginot, version allemande. Elle sera encore en travaux jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Le réseau ira de la frontière suisse au nord d'Aix-la-Chapelle, soit 630 km. La ligne Siegfried sera construite par 100 000 soldats, 350 000 ouvriers de l'organisation TOD, plus des hommes du service du travail. La construction de la ligne coûtera 3,5 milliards de marks. Le 1er mai, fête du travail, Robert Ley appelle la communauté au combat pour le rendement. Du 3 au 8 mai, en Espagne, affrontement sanglant entre communistes et anarchistes. Bilan, 400 morts, 1 millier de blessés. Le leader anarchiste fait partie des tués. Le 6 mai, le Zeppelin LZ-129 Hindenburg explose peu avant son atterrissage en Amérique, dans le New Jersey. Sur 100 passagers, 36 perdent la vie. En Allemagne, on parle de sabotage. Le 12 mai, couronnement du roi George VI. Hitler interdit à Göring d'assister à la cérémonie par crainte de manifestations anti-nazis. Le 24 mai, Himmler obtient plus de pouvoir et demande d'être l'égal du ministre de l'Intérieur. À cette même date, visite du contre-amiral Sonosuke Kobayashi à bord du croiseur Ashigara. Kobayashi dira « Je crois que la cordiale amitié entre l'Allemagne et le Japon n'est pas due au fait que des intérêts matériels unissent les deux pays, mais qu'elle résulte des points communs de leur conception du monde. » Le 25 mai, exécution d'Otto Kropp, responsable du parti communiste clandestin de la Ruhr. À cette même date, le leader du NSDAP en Autriche, Arthur Seyss-Inquart, est nommé conseiller d'État. Le 28 mai, Arthur Neville-Chamberlain devient Premier ministre en Angleterre. Fin mai, en Espagne, bombardement par la flotte allemande du port d'Almeria en représailles de l'attaque du navire Deutschland par un avion républicain. Pour ce mois de mai, Goebbels nous dit « Hier, le plus beau 1er mai que nous ayons fêté jusqu'ici, temps radieux et doux. Aucun incident notable, tout avait été préparé pour le mieux,
Ce fut certes fatigant, mais gratifiant. Goebbels revient beaucoup sur cette journée du 1er mai. En gros, cela se passe très bien, il y a du monde. Hitler parle très bien, Goebbels aussi. Goebbels dit que le Führer et Blumberg lui disent que c'est son meilleur discours. Et Goebbels rajoute que Ley prononce un très mauvais discours. Et Goebbels revient également sur le discours du Führer en disant que le Führer a parlé des salaires et de la politisation des prêtres, et justement qu'il a tapé dans le mille, et que la foule est enthousiasmée et qu'elle l'accueille par des tempêtes d'acclamations. Goebbels rajoute que Hitler est par la suite sur le balcon de la chancellerie et qu'il fait monter beaucoup de femmes et d'enfants pour le rencontrer. Et par la suite, comme à leur habitude, une réception où les ouvriers sont invités à rencontrer Hitler. Et le Führer leur parle des colonies, du problème des matières premières, du niveau de vie, des salaires, et Goebbels dit que les ouvriers sont éperdus d'enthousiasme. Par la suite, Goebbels revient sur le fait que les Anglais attaquent les Allemands au sujet du bombardement de Guernica. Goebbels dira que, à la Chambre des communes, les socialistes anglais sont en réalité des bolcheviks déguisés. Et pour le coup, il rajoute qu'en Angleterre, il y a une grève des bus, qu'à Hollywood, il y a une grève des studios, et qu'à Paris, tout le monde se met en grève progressivement. Par la suite, déjeuner chez le Führer. Il a reçu le nouvel ambassadeur anglais, Henderson, un bloc de glace, beaucoup plus dangereux que Phipps, qui était certes notre adversaire, mais aussi un crétin. Avec celui-là, nous devons faire plus attention. Le Führer veut envoyer une forte escadre de la Kriegsmarine à Danzig l'année prochaine, afin de refroidir quelque peu l'arrogance des Polonais. Pour le reste, j'ai également informé Lipski de mon démenti sur le discours de Danzig. Il était très satisfait. Goebbels dira que même le gouvernement polonais ne comprend pas le peuple polonais. Par la suite, le couronnement du roi à Londres mobilise l'ensemble de la presse. Je mets un frein à cette affaire. Au demeurant, tout cela n'est que spectacle populaire et falbala. Les curés y tiennent en outre le rôle principal. Il faut les faire plier. Les procès contre les curés prennent une tournure de plus en plus insensée. Ce sont maintenant les vicaires généraux et les évêques qui sont impliqués, directement et indirectement. L'évêque Pressing a fait une déclaration en chair contre notre polémique de presse. Je m'en occupe maintenant, puis je vais lui administrer une raclée à l'étourdir. Par la suite, de longues discussions encore avec le Führer sur la question des églises. Il salue le tournant radical pris par les procès contre les curés. Il refuse toute confessionnalisation du parti. Il ne veut pas non plus être transformé en Dieu. Il réprimande vertement Himmler à ce sujet. Nous devons faire plier les églises et en faire les servantes de notre cause. Le célibat doit également disparaître. Les biens de l'Église seront saisis. Aucun homme ne devra étudier la théologie avant l'âge de 24 ans. Nous les privons ainsi de leurs meilleures recrues. Il faut dissoudre les ordres religieux et retirer aux églises l'autorisation d'enseigner. C'est ainsi seulement que nous les réduirons en quelques décennies. Ensuite, elles viendront nous manger dans la main. Par la suite, Chamberlain comme successeur. Bon pour nous. À Paris, inauguration d'une exposition universelle à moitié achevée. Une honte internationale. L'Angleterre s'efforce toujours d'obtenir un armistice en Espagne. John D. Rockefeller est mort à 98 ans, un pirate de l'économie. Des pasteurs protestants sont à leur tour condamnés au titre de l'article 175. Je glisserai quelques mots là-dessus. En passant, je crois que mon discours est devenu bon. Par la suite, Dalueg a promulgué un nouveau code de la route. La circulation est presque devenue un jeu de hasard. Cela doit changer, si nécessaire, au moyen de peines draconiennes. Les rouges espagnols n'accusent que l'Italie.
Moscou veut briser l'axe Rome-Berlin, mais la presse allemande démasque cette manœuvre. Par la suite, les membres de la vieille garde du KPD, Neumann, Rommel, Rommel, etc., ont été arrêtés à Moscou comme trotskistes. Cruelle ironie du sort. Baldwin a officiellement démissionné. Chamberlain lui succède. Peut-être une nouvelle chance pour nous. Par la suite, Goebbels dit qu'il a encore un discours à la Deutschlandhalle et que cela se passe très bien, qu'il y a une gigantesque ovation à la fin de son discours et qu'il attaque l'Église dans son discours. Et il finit par « Puis, chez le Führer, il me serre la main, il a écouté tout le discours à la radio et il n'a pas pu rester assis une minute, à ce qu'il me raconte. Maintenant, silence, jusqu'à ce que l'Église élève de nouveau la voix. Mais elle devra y réfléchir à 2 fois. Comme vu dans la vidéo précédente, le pape a attaqué l'Allemagne nazie et toutes les églises ont repris ce que le pape disait et c'est pour cela qu'il y a ces procès spectacles contre l'église. Par la suite, à midi, arrive la nouvelle que des avions de l'Espagne rouge ont bombardé l'admiral Scheer. Le Scheer a ouvert le feu. Quelques hommes d'équipage ont été tués. Les avions ont malheureusement échappé aux tirs de riposte. Une affaire très sérieuse. Bloomberg ne veut pas prendre la responsabilité de ce qui va se passer maintenant. Et il expédie Ryder auprès du Führer. Il part en avion pour Munich. L'Italie aussi a connu un cas similaire il y a quelques jours. Grandi a émis une violente protestation, mais il n'est plus question de cela maintenant. Il est temps d'apprendre à vivre à ces insolents provocateurs. Cet Espagnol-là pourrait bien nous conduire à un nouvel embrasement mondial. Par la suite, le soir à Schwanenwerder, le bombardement du cuirassier allemand, il s'agit en fait du Deutschland, se révèle beaucoup plus grave qu'on ne l'avait d'abord annoncé. 20 morts et plus de 70 blessés. Le Führer rentre immédiatement de Munich à Berlin avec Neurath et Ryder. Il fait publier une déclaration très dure, assortie de menaces à la limite de l'ultimatum. Cette maudite Espagne ne fait que nous procurer des soucis, et elle va peut-être embraser le monde une nouvelle fois. Par la suite, hier, appelé à la chancellerie tard dans la soirée, le Führer écume de rage à cause de l'attaque contre le Deutschland. Il a d'abord le projet de faire bombarder Valence. Puis, il ordonne au Deutschland, qui débarque ses blessés à Gibraltar, et au Scheer, de foncer ce matin sur Almeria, de bombarder la ville et de couler, si possible, le Gemme. C'est la bonne réponse. Le prestige de notre nation ne souffre plus que nous nous contentions d'une simple protestation. Les rouges veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller, nous allons le leur montrer. Le commandement de la marine a totalement failli à sa tâche. La nouvelle était arrivée dès le samedi soir et le Führer n'en a eu connaissance que le dimanche midi. Alors là, nous voyons que l'information arrive tardivement à Hitler et nous verrons que par la suite, cela arrivera souvent pour les événements militaires, comme par exemple le débarquement du 6 juin 1944, où on dira que personne ne réveillait le Führer parce qu'il était fatigué et qu'il voulait dormir. Et cela est encore connu aujourd'hui, et vous pouvez penser qu'un tel événement comme un débarquement, le personnel aurait réveillé le Führer dès qu'ils auraient été mis au courant. Mais c'est juste que l'information a tardé à arriver chez le Führer. Mais nous y reviendrons en temps voulu. Donc je reviens à l'histoire de la connaissance d'Hitler sur l'attaque de ces bateaux, jusqu'à 3 heures chez le Führer. Il arpente le bureau de long en large et grince des dents de colère. Entre-temps, étude des cartes et des distances. Espérons que tout marche bien. C'est un jeu à risque. L'Italie est de notre côté, le Portugal aussi. L'opinion anglaise nous comprendra et l'Amérique nous connaît. Alors passons à l'action. Je prends quelques heures de sommeil. Aujourd'hui sera une journée d'extrême tension. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.